Sur la... Quand tu parles pas. Bien, bonne soirée. Merci d'être venus nombreux. Et puis merci aussi à ceux qui sont à distance. D'ailleurs, petit test, est-ce que vous nous entendez? Oui. Parfait. OK, Très très bien. bien. Merci. Bien, donc merci d'être venu ce soir à cette manifestation qui est organisée par XMP Entrepreneur. Alors juste deux mots, parce que tous ne les connaissent pas. Il y a quelques têtes connues, que ce soit chez XMP Entrepreneur ou dans notre association sœur ou cousine, je ne sais comment l'appeler, Grandes Écoles Entrepreneurs. Donc cette manifestation est organisée par le Club des repreneurs. XMP Entrepreneur, comme son nom l'indique, originellement voilà, accueille les alumni X-Men fonds, mais pas seulement, puisqu'on a un recrutement un peu plus large aujourd'hui pour les aider dans leurs projets entrepreneuriaux, avec en particulier trois clubs, un club des repreneurs donc, qui organise cette soirée, un club des créateurs, et puis également un club accompagnement qui permet d'accompagner les repreneurs, les créateurs qui ont repris ou créé. Voilà. Et on organise chaque club deux soirées dans l'année, et dont celle-ci qui est consacrée au management package. Alors, pour intervenir sur ce sujet qui est assez vaste, donc on n'a pas choisi d'angle particulier, on vous laissera évidemment nous poser des questions en fin de réunion. Donc vous avez trois associés du cabinet Scoto Partners, qui est un cabinet d'avocats spécialisé en la matière, avec dans l'ordre d'apparition sur votre écran, donc pour vous ça doit être de gauche à droite, donc Claire Revol-Renier, Émilie Renaud, Adrien Badelon, et puis ensuite, comme on aime le faire dans chacune de ces soirées, on a prévu des témoignages. Vous aurez d'abord des témoignages de vos pairs, en la personne d'Éric Fèvre-Larcier et puis de Taïsé Murat. Et puis ensuite, vous aurez deux témoignages de personnes que beaucoup d'entre vous connaissent pour les avoir croisés chez XMP Entrepreneurs et Grandes Écoles Entrepreneurs. Donc Bertrand Guigon et puis Frédéric Rupli. Donc Bertrand Guigon fait tourner un fonds qui s'appelle Intuitis et Frédéric Rupli un autre qui s'appelle Apicap. Voilà, et donc ils témoigneront aussi en cette qualité-là de leurs expériences en la matière. Voilà. Et encore une fois, ça nous paraissait important de traiter ce sujet. Un certain nombre d'entre vous nous l'ont demandé, tout simplement parce qu'il a connu une actualité plutôt d'ordre fiscal avec la dernière loi de finances en début d'année. On en a beaucoup parlé, donc ce sera l'occasion de faire un bref lien sur cet aspect-là du sujet. Et puis, sous ces interventions, on l'espère, vous feront comprendre qu'un management package, ce n'est pas simplement le multiple de sorties, mais que c'est une affaire d'alignement d'intérêts, quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, les intervenants sont là pour vous en parler et seront à votre disposition à la fois pour la séance de questions-réponses. Donc, on vous remercie de garder vos questions, sauf incompréhension complète qu'on essaiera de régler à l'instant, mais gardez vos questions pour la séance de questions-réponses à la fin. On aura également les questions de ceux qui sont à distance. Et puis, on organise un pot en fin de réunion qui sera l'occasion voilà, de poursuivre, le cas échéant, les questions que vous avez à poser aux intervenants. Voilà, donc je passe la parole aux trois associés du cabinet Scoto Partners. Et merci à tous d'être venus. Merci Stéphane. Bonsoir à tous. Merci Stéphane de nous avoir invités. Et on a l'honneur et on est ravis de vous présenter ce qui nous anime tous les jours et ce qu'on adore. Voilà. Nous, qui on est Scoto Partners? On est un cabinet d'avocats, je dirais boutique en environ 40, dédié à l'accompagnement des fondateurs, des dirigeants et des repreneurs, évidemment, voilà, LBI, LBO, etc. Je dirais que notre spécificité, c'est qu'on est quand même pionnier, puisqu'on a été créé maintenant il y a 30 ans. On a tous des longues expériences dans le management package. On a été pionnier. À l'époque, les conseils management n'existaient pas. Aujourd'hui, c'est très installé. Voilà, on a conseillé plus de 400 équipes de dirigeants dans des LBO. Adrien, tu nous en diras bien plus. On est des avocats, comme dit Claire, peut-être un petit peu particuliers, au sens où c'est pas un terme galvaudé, on est nous-mêmes des entrepreneurs, parce qu'on est le cabinet est une entreprise, et on se donne une mission qui est celle de rétablir une forme de level playing field, de donner à nos clients, les managers, les entrepreneurs, les mêmes armes, la même connaissance que les fonds d'investissement qui sont des spécialistes de ces opérations, là où vous êtes des spécialistes de vos business, de vos activités.
On a les mêmes formations, le même background, pour utiliser un terme anglo-saxon, que les avocats des fonds d'investissement de tous les grands cabinets internationaux que vous connaissez. Donc l'idée, c'est de produire un conseil de la même qualité, mais en toute indépendance des fonds d'investissement, dans une logique d'assistance des entrepreneurs. Et on agit dans toutes les circonstances, hein, que ce soit du MLA, du sponsorless, du FDI, de la reprise, même les search funds, voilà, on en fait appel à nous dernièrement. Le LBO, primaire, quaternaire, et aucune situation ne se ressemble, mais le concept de l'alignement d'intérêt, parce que Management Package, c'est quoi? C'est l'alignement d'intérêt avant tout avec les financiers qui sont essentiels dans ces opérations. Et Émilie, je dirais, ce qui nous différencie, en plus d'être financier, on est one-stop shop, c'est-à-dire que ce n'est pas un cabinet full service avec tous les conseils que vous pouvez trouver en matière juridique, c'est one-stop shop dans le sens où on a tous les conseils dédiés à l'opération. Donc le corporate évidemment, le social, le fiscal et le financier, ce qui nous distingue de nos concurrents. On se distingue également par notre historique, 30 ans d'expérience, donc 30 ans de benchmark. L'indépendance, Adrien en a parlé, on ne conseille que les fonds. Que les managers. C'est mon historique qui parle. Que les managers, les entrepreneurs et leurs groupes. Et on a une excellente connaissance des management packages à l'international. Donc évidemment, on structure les packages en France, mais on structure également les packages à l'international parce que parfois, sur certaines opérations, soit de nombreuses équipes sont à l'étranger, soit toutes les équipes sont à l'étranger. Donc ça peut être en Europe, ça peut être aux États-Unis, voire en Asie. Exactement. Voilà. Et on vient parfois nous chercher pour des deals complètement hors de France où le seul élément français, c'est nous. Peut-être qu'on va revenir quand même, avant d'aller dans les sujets fiscaux, notre associé fiscaliste Émilie, voilà, qu'elle maîtrise parfaitement en proximité avec la DLF. Hein, voilà. C'est quand même important de vous recadrer. Qu'est-ce que le management package au-delà des sujets financiers? On peut passer à la slide d'après. Voilà. Donc, les trois objectifs, hein, c'est tout part du business plan. Il y a toujours un business plan dans une transaction. Le management package, il est là pour asseoir la crédibilité du business plan. Est-ce que le management croit à son business plan? Et s'il y croit, il va investir, le fameux skin in the game. Et c'est un instrument de motivation. Évidemment, il est là pour motiver les gens. Le partage de la valeur, comparativement, le management va gagner plus d'argent. Et puis, c'est aussi un outil de rétention parce que l'idée, c'est que le chemin, le calendrier de l'investisseur financier qui matche bien avec le calendrier de l'investisseur personne physique, qu'on soit aligné sur le même timing et que les gens ne partent pas en cours de route. Donc, c'est vraiment la rétention. Et je dirais que ce mécanisme d'alignement d'intérêt, il passe par des outils, alors qui sont un peu compliqués, mais comme on en parle sur le plan fiscal, c'est quand même important qu'on puisse passer quelques secondes sur chacun des outils. Vous entendez souvent parler de pari passu. Mais qu'est-ce que c'est le pari passu? Je dirais c'est la base de l'investissement. C'est l'outil d'investissement du management qui va être exactement le même que celui utilisé par les financiers. Même retour, même risque. OK? Et puis là-dessus, on va ajouter des instruments un petit peu virtuoses. Alors, on parle souvent de ratchet. Le ratchet, moi, je l'appelle le booster. Voilà, c'est ce qui va faire que, grâce à la générosité des partenaires financiers, en fonction de critères de performance, alignés sur le business plan, évidemment, on ne gagne pas à tous les coups, il va y avoir un contrat financier dans des instruments gratuits pour permettre la rétrocession de valeur. Donc, l'intérêt, c'est que c'est très malléable comme outil. Et ça permet de bien caler la couture, je dirais, de l'alignement d'intérêt. Et à ceci, on peut rajouter ce qu'on appelle la suite equity, qui est plus compliqué dans sa gestion, puisque ce sont que des actions ordinaires qui sont attribuées en plus au management, comparativement au ratio pari-passu. Alors, pardonnez-moi, c'est très technique, mais c'est quand même très utile en LBO secondaire. Les deux contraintes, c'est que ça ne marche pas bien avec l'antidilution et ça ne marche pas bien dans le temps qui passe, puisque les actions ordinaires sont servies après les outils à taux fixe qui ont un rendement capitalisé et qui forcément mangent de la valeur dans le temps. Voilà. Mais le plus simple, c'est de regarder cela sous l'angle financier. Pardon. Voilà, si on peut avoir la slide d'après, Adrien, je te laisse. Ouais.
On s'est permis une illustration chiffrée parce que on s'est dit qu'avec le public d'aujourd'hui, avec des anciens polytechniciens de l'école des ponts, vous ne seriez pas ennemis des chiffres. On n'est pas non plus. Excusez-moi, on ne voit pas grand-chose. Est-ce qu'il est possible, Stéphane? Non, malheureusement, je ne peux pas faire mieux avec l'écran qu'on a là. Il aurait fallu qu'il monte plus haut jusqu'au plafond. Mais, ouais. Peut-être pendant une Il y aura la présentation. Vous aurez la présentation. Mais de toute façon, là, oui, la présentation sera diffusée aux participants par la suite. Donc, vous l'aurez de façon à pouvoir la lire très facilement. Mais en termes de principe, et on pourra revenir dessus plus précisément. Donc, l'idée, c'est, donc, effectivement, on le disait, on peut prendre en charge la discussion des termes de l'accord financier entre le management et les partenaires fonds d'investissement. Ce qu'on a mis ici, c'est une illustration théorique. Claire vous a présenté les différents ingrédients, le pari passu, les instruments de ratchet, le sweat equity. Notre mission, c'est de proposer pour chaque opération une composition, un mix de ces ingrédients pour créer des profils d'investissement qui ont du sens dans le cadre de l'opération considérée. Chaque opération est évidemment spécifique. Donc là, on vous a mis un exemple, mais qui est complètement théorique, qui nous permettait de visualiser la mécanique de ces différents instruments en les utilisant tous, ce qui n'est pas toujours le cas. On a pris un exemple théorique où, sur un investissement total de 75 millions d'euros, pour bien montrer le management package, le management ne mettait que 2 millions d'euros au travail sur 75, donc 73 pour le fonds. On regarde, donc on fait un mix de tous ces instruments et on regarde alors dans les tableaux ce que ça donne de façon théorique quand le projet permet à tout le monde de faire. Enfin, le projet fait 3 fois un rendement à un multiple de 3. Donc les 225 millions d'euros, dans notre exemple, les 2 millions du management deviennent 27. Donc c'est un management package qui a très bien fonctionné dans une opération qui a elle-même très bien fonctionné puisqu'elle a rendu au projet 3 fois sa mise. Maintenant, on négocie pas un management package en regardant uniquement ce qui se passe quand tout va très bien. Notre boulot, c'est de regarder avec nos clients qui mettent de l'argent à risque comment ça se passe dans à peu près toutes les situations, essayer de minimiser un peu le risque de perte quand le rendement n'est pas catastrophique, mais n'est pas satisfaisant. Et encore une fois, de trouver un accord qui est logique, qui ait du sens avec le fonds d'investissement. Donc, ce qu'on peut visualiser ici, c'est le fonctionnement un petit peu par couche. Vous avez donc dans les différentes couches, avec des couleurs, la couche de pari passu en bas, vous voyez, qui a un profil linéaire et qui correspond au rendement du projet, parce que c'est l'investissement qui a le même profil que celui du fonds. Donc c'est pareil. Vous avez la couche de sweat equity des actions ordinaires en saumon à peu près. Vous voyez que ça vaut rien du tout au début, parce qu'il faut d'abord rembourser les titres prioritaires, donc les actions valent rien, et ça se déclenche à partir d'un moment, et ça permet de récupérer de la valeur. Et enfin, les instruments ratchet en rouge, quand les seuils de performance minimum sont atteints, ça permet au management package de démarrer et puis de prendre de l'ampleur au fur et à mesure. L'idée, c'est d'aller chercher cette progressivité et de faire quelque chose qui a du sens. Ça, ce sont les différents ingrédients. Vous les mettez ensemble, ça donne des profils d'investissement qu'on a visualisés dans des courbes. Vous avez une courbe grise qui est celle du projet, une courbe bleue en dessous qui est celle du pari passu, donc celle du fonds. Vous voyez que le fonds, il met lui-même beaucoup d'argent au travail. Donc à la fin, il fait presque le multiple du projet, quand bien même il a supporté une dilution du fait du management package. Le management package, en revanche, quand on met entre guillemets que 2 millions au travail sur 75 et qu'on donne quelque chose qui délivre bien, ça peut décoller. Et donc c'est ce qu'on voulait vous permettre de visualiser ici. Et ça pourra faire l'objet de discussions peut-être ultérieures. Et en fait, en synthèse, vous avez toujours un moment de déclencheur. À partir de quand ça se déclenche? Alors, ça dépend des opérations. Est-ce que c'est entre 1,5 et 2 fois? Voilà.
Après, vous avez toujours la zone d'atterrissage du business plan. Bah, on essaie de mesurer la générosité à ce moment-là. Et c'est toujours le concept de l'alignement d'intérêt. C'est-à-dire que, on peut passer la slide d'après. En fait, il faut s'assurer du déclenchement de la rétrocession au bon niveau et puis vérifier voilà, la correspondance avec l'achievement, enfin, l'atteinte des objectifs du business plan. Parce que même si c'est calé sur des TRI multiples, etc., il y a toujours une correspondance avec la réalité et avec le temps qui passe aussi, à 5 ans, à 4 ans, etc. Au-delà de tout ça, c'est bien d'avoir une belle courbe négociée par nous et accordée par voilà, les financiers. C'est bien parce qu'il y a des financiers qu'il y a ces rétrocessions de management package, mais encore faut-il qu'elles soient bien packagées juridiquement. Donc, on peut passer à la slide d'après, juste non, celle d'avant, pardon, avant encore. Voilà. Il faut des contrats pour sécuriser tous ces droits et ces obligations, en particulier parce que le management, il est structurellement minoritaire à côté de fonds d'investissement qui le plus souvent mettent la plupart de l'argent. Donc si vous prévoyez pas un pacte d'actionnaires, c'est le majoritaire qui décide de tout ce qui se passe à chaque étape de l'opération. Donc il y a un certain nombre de situations. Évidemment, on ne remet pas en cause le principe de l'actionnaire majoritaire qui prend les décisions. Il y a un certain nombre de situations qui ont vocation à être écrites par avance avec des solutions prévues en matière de gouvernance, en matière le mandat social du dirigeant, le contrat de travail si jamais il y en a un, ce qui se passe sur le transfert des titres et ce qui se passe dans le temps. Oui, dans le temps aussi, il peut se passer beaucoup de choses dans une opération de LBO. Il peut se passer du nouvel equity qui est mis au travail, quelles sont les règles d'antidilution. Il peut se passer aussi un départ. Malheureusement, le management peut être changé et ça arrive. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe sur les titres, hein, les fameuses règles de vesting, et puis évidemment les règles de sortie. Et l'objectif, au-delà de toutes ces clauses, c'est pas forcément d'aller contre les droits du majoritaire, c'est plutôt dans chaque clause négocier le bon aliment d'intérêt, trouver le bon équilibre. Quand on trouve le bon équilibre, toutes les parties sont contentes. Et donc ce paquet juridique, il est important. On peut passer à la slide d'après. L'alignement d'intérêt, finalement, on le négocie. Vous voyez, on a fait une petite prise. Il n'est pas figé dans le temps, c'est-à-dire qu'on le négocie au moment de l'opération transactionnelle, d'accord, via le contrat de management package, la rétrocession, mais dans le temps, les choses peuvent évaluer. Il peut y avoir du build-up, il peut y avoir voilà, un décollage ou un ralentissement de la croissance. Donc, ça nous arrive de appels pour faire un reset de management package parce que voilà, malheureusement, les choses n'ont pas bien marché comme il fallait. Il y a une nouvelle équipe de management qui peut être appelée. Les sujets de refinancement. Donc, l'important dans tout ça qu'il faut retenir, c'est que le package juridique, il doit être là pour maintenir l'alignement d'intérêt en toutes circonstances. Et si l'alignement d'intérêt n'est plus maintenu, il faut s'assurer de le remaintenir ou de le rediscuter. Mais Adrien, je t'en prie, pardonnement, on peut passer à la slide d'après, Stéphane. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont très importants dans le management package, la négociation de management package, trois en particulier. On a parlé des aspects financiers, des aspects juridiques. On va maintenant se concentrer sur la fiscalité parce que Claire, moi, tous les avocats du cabinet Scotto, on ne sort jamais sans notre fiscaliste. C'est très important et il y a une actualité forte en ce moment sur le sujet de la fiscalité des management packages. Alors, effectivement, la fiscalité des management packages, vous l'avez noté, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Si je dois résumer ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, on est passé d'une logique économique à une logique contractuelle et aujourd'hui à un régime légal. Donc, historiquement, la logique économique, c'était on peut avoir des instruments différenciés, mais il faut payer le bon prix. Si on paye le bon prix, on est en régime de plus-value. Si on ne paye pas le bon prix, on a un avantage, on est plutôt en salaire. Ensuite, en 2021, il y a eu les arrêts du Conseil d'État. Et là, le Conseil d'État est venu dire payer le bon prix, ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez les droits d'un actionnaire. Donc, on est passé à un examen, finalement, de l'encadrement contractuel du package. Et ce que regardait l'administration fiscale en particulier, c'est est-ce que vous avez les droits d'un actionnaire? Et en particulier, est-ce que vous pouvez céder vos titres à tout moment? Généralement, ce n'était pas le cas parce qu'il y a une clause d'inaliénabilité ou lock-up. Et qu'est-ce qui se passe si vous partez? Est-ce que le fonds peut vous racheter vos actions et à quel prix?
Et généralement, c'était le cas, hein. On avait classiquement des clauses de goût, des bad leavers. Donc, en fonction des conditions de départ, le fonds pouvait, et souvent le faisait, racheter des actions à un prix qui variait en fonction du cas de départ. Il y a eu énormément de redressements l'année dernière sur le fondement de ces dernières jurisprudences, hein. Il y a eu 85 redressements en fin d'année, parce qu'évidemment, tous les deals avaient été structurés avec des promesses, goût, des bad leavers, etc. Donc, tous ces deals se sont fait redresser. Et en février, on a eu dans la loi de finances un régime légal. Donc, ce régime légal, on a essayé d'expliquer dans ce petit schéma. Il s'applique aux gains. Alors, c'est un texte à trous. Donc, ils ont voulu bien faire. En introduisant un régime légal, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que on n'arrive pas toujours à l'appliquer de manière très claire. Pourquoi? Première question, parce que ce régime s'applique aux gains acquis en contrepartie de fonctions. Ce terme n'est pas défini dans le texte, donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Il semble, dans les premiers échanges qu'on a eus avec l'administration fiscale, que on s'intéresserait plus tellement à l'environnement contractuel. Donc finalement, peu importe qu'on ait des promesses, des bad leavers, une inaliénabilité, etc. Ce qui compte et ce qui regarderait, c'est de quel type d'instrument on parle. Est-ce qu'on parle d'un instrument avec un effet de rétrocession ou pas? Donc, est-ce que c'est du ratchet? Est-ce qu'il y a du sweep? Ou est-ce qu'on est en train de parler d'instruments pari passion? Donc, ne serait, mais je mets du conditionnel parce qu'on attend la doctrine administrative, ne seraient concernés que les instruments type ratchet ou sweep. Donc, pour ces instruments, le principe, c'est que le gain réalisé, c'est du salaire, désormais. Donc là, on change complètement de paradigme. Mais on peut, par exception, bénéficier d'un régime de plus-value si certaines conditions sont réunies. Première condition, il faut avoir détenu les titres pendant 2 ans. Deuxième condition, il faut être à risque de perdre son investissement. Donc, on ne peut pas avoir la garantie de récupérer son investissement. Si ces 2 conditions sont réunies, alors on peut bénéficier du régime de plus-value dans une certaine limite. Et la limite, c'est 3 fois le multiple projet. Donc, vous regardez multiple projet, j'imagine que tout le monde comprend à peu près ce dont je parle. Si on regarde la valeur à la sortie, on la compare à la valeur de l'entrée. Quand je dis valeur à l'entrée ou à la sortie, c'est valeur de 100% des titres. Si ce ratio, par exemple, est égal à 2, donc multiple de 2, on fait x3 égale 6. Et donc, quand on prend le prix de souscription, le prix investi par le manager, x6, jusqu'à x6, il peut réaliser une plus-value. Au-delà, ce sera du salaire. Et le régime fiscal attaché aux plus-values, bon, bah, c'est 34% ou 37,2 avec la nouvelle contribution différentielle sur les revenus. Et le régime des salaires, c'est en fait un régime des salaires particulier parce que c'est le barème progressif à 49% avec la contribution sur les hauts revenus, plus une contribution de 10%, contribution salariale de 10%. En revanche, côté employeur, pas de charge sociale. Le régime social est a priori, il est clair, jusqu'à 2027, parce que cette contribution de 10% s'applique en cas de cession des titres avant le 31 décembre 2027. Donc, il y a encore un point d'interrogation, c'est qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ça va être pérennisé? Et la grosse question, c'est est-ce que l'exonération de charges sociales pour l'employeur va être pérennisée ou est-ce que demain, à partir de 2028, on aura 3, puis 4, puis 5% de charges sociales à la charge de l'employeur? Donc, si j'ai bien compris, Émilie, le calcul, c'est quoi? C'est si j'investis 1000, voilà, et que le multiprojet, il est, allez, on va dire de 2, on fait 2 fois 3, ça fait 6, d'accord? Donc, si à la sortie, mon 1000 s'est transformé en, je ne sais pas, 9000. En 9000, voilà, donc j'ai fait x9, d'accord? Sauf que mon multiprojet, il n'est que de 2, donc je fais 2 fois 3, 6, donc jusqu'à 6 Ouais. fois mon 1000, donc jusqu'à 6000, donc 5000 de plus-value sont imposés à 34%. Ouais. Et le solde, les 3000, si je ne me trompe pas dans mon calcul de tête, on est quand même à 59%. C'est ça. C'est quand même énorme. C'est énorme et en même temps, alors si je me mets dans les chaussures de l'administration fiscale, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la moyenne des multiples réalisés par les managers dans le cadre des deals qu'ils avaient redressés. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à ce multiple projet x3. Donc, pour les deals qui performent un peu
c'est sécurisant finalement, parce que ça évite des redressements avec des pénalités de 40% où on pouvait arriver à un total de coût fiscal de l'ordre de 75% sur la plus-value. Donc on a ajouté les pénalités parce qu'ils redressaient l'intégralité de la plus-value et pas ce qui dépassait le multi-projet. Par contre, quand, par exemple, sur un LBO primaire qui surperforme, là, il va y avoir une part significative du gain qui va être taxée à 59%. Effectivement. Dans le schéma, là, il y avait la partie bleue, la partie balle. Hein. Vous disiez que tout ce que vous venez d'expliquer, ça s'appliquait sur tout sauf ça. Donc, Alors, cette fois-ci, c'est en dehors, il faut... En fait, vous avez différents types d'instruments. Si je prends un cas simple, vous avez investi en pari passu et en ratchet. D'après les informations qu'on a, mais il faut que ce soit confirmé dans le cadre de la doctrine administrative qui va être publiée en juin, les instruments pari passu, c'est-à-dire qui ne vous donnent aucun effet de rétrocession, ne seraient pas concernés. Le multiple de 6, c'est en plus du multiple pari passu qui était de 2, sinon, si ça se Oui, en fait, le multiple de base, c'est le multiple projet. Donc, on prend le rendement attaché à toutes les actions émises par la société. D'accord, mais dans votre exemple là, de 6, Ouais. c'est en plus du rendement du projet. Oui, enfin, c'est. Je n'ai pas compris la question. Non, c'est on intègre. Oui. En fait, on prend tous les instruments a priori. Ouais, c'est ça. Émilie le disait, hein, Mm. a priori, ça reste à confirmer, mais a priori, on va regarder tous les titres qui sont détenus par le management et on va faire un multiple entre l'intégralité des gains Ouais. et l'intégralité de l'investissement. Non. On prend 100% des titres émis par la société émettrice au profit des managers, des sponsors, de tout le monde. Ça donne la valeur des titres émis par la société à la sortie. On compare à la valeur de 100% des titres émis par la société à l'entrée. Ça donne un multiple, et en général, quand il ne s'est rien passé entre les deux, c'est le multiple projet. En fait. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que je disais que c'est un texte à trous. En fait, le texte ne dit pas ce qu'on doit faire et comment on doit appliquer le texte quand il y a eu une augmentation de capital au milieu ou quand il y a eu une opération qu'on appelle recap, c'est-à-dire qu'il y a une partie des instruments qui ont déjà été remboursés ou payés. Et bon, ça a un impact significatif parce que si on applique le texte à la lettre et qu'on ne prend pas les flux intervenus entre les deux, ça dégrade significativement le multiple. Donc, ça dégrade le plafond. C'est plus clair ou pas? Je suis pas sûr que le pari passu et le multiple du pari passu, je suis pas sûr que j'arrive à le C'est pas mettre. forcément le multiple projet parce que le pari passu, c'est le rendement du sponsor, en fait. Alors que ce dont on parle, c'est global. Oui, On c'est fait le mix vraiment des manager deux global. et Voilà. ensuite on applique, on fait x3 par rapport à ce multiple. Et le chiffre qu'on obtient, donc si le multiprojet c'est 2 x 3, on obtient 6. Ce 6, on l'applique cette fois au prix de souscription payé par le manager. J'ai juste une question. En revanche, si on investit par le biais d'une holding patrimoniale, on reste dans le régime Alors, de l'IS, le code part de frais et charges, si on est en titre de participation. si vous cédez par le haut, oui. Si votre holding n'a que ça comme investissement, parce que dans ce cas-là, elle sera traitée comme une manco. Et ce cas-là est directement envisagé par le texte. Si vous cédez par le bas, non, sauf abus. Voilà. Donc, on vous invite à utiliser votre holding pour autre chose qu'un investissement. Voilà. Et la date d'investissement Ne compte pas. rentre dans le calcul. Non. En fait, peu importe la date d'investissement, ce qui compte pour l'application du dispositif, c'est la date de cession. Donc, toutes les cessions qui interviennent à compter du 15 février 2025 sont concernées. Mais, et c'est l'autre point, on a eu des précisions concernant les sujets de apport antérieur et réinvestissement futur. Pour les apports antérieurs, donc si par exemple vous avez fait un investissement en 2002, puis vous avez fait des apports successifs et vous avez une plus-value qui est en sursis, la plus-value en sursis ne sera pas concernée parce qu'en fait, on applique ce dispositif au prix de souscription du dernier tour. Donc, on regarde chaque LBO individuellement et votre plus-value en sursis ne sera pas concernée. On va appliquer ce plafond au prix de souscription et pas à votre prix de revient fiscal. Et voilà, du coup, j'en arrive au sujet réinvestissement futur.
le gros sujet que posait ce texte, c'est qu'il ne distinguait pas les cas de cession et les cas d'apport. Donc, quand vous êtes en dessous du plafond, pas de problème, tout est en plus-value, vous pouvez bénéficier du sursis ou du report d'imposition au moment de votre réinvestissement. Quand en revanche vous dépassez le plafond, le problème que ça pose, c'est que ça crée le salaire ne bénéficie pas d'un sursis. Donc la tranche qui était taxée à 59, elle était taxée même si vous réinvestissez vos titres. Bon, et donc, il y a eu cette discussion également avec l'administration fiscale qui est ouverte à introduire un régime de report d'imposition. Ça signifie qu'on apprécie tour par tour. Donc, à la fin d'un tour, on regarde si vous dépassez ou non le plafond. Si vous dépassez le plafond, vous avez une partie qui est taxée à 59. Mais ces 59 ne seraient pas dus tout de suite, mais à la prochaine sortie, c'est-à-dire quand vous avez le cash. Et c'est un report d'imposition. Donc, on cristallise le montant qui sera taxé à 59. Simplement, le moment où vous devez décaisser est reporté à la sortie prochaine. Mais ça serait introduit dans le cadre de la loi de finances à la fin de l'année. Ça a été négocié et obtenu dans le cadre de vos discussions Oui. avec l'administration fiscale des dernières Ça semaines. passe le Et Parlement. voilà, c'est un engagement, à ce stade, c'est un engagement de la direction de l'administration fiscale. On a la chance d'avoir nos associés fiscalistes en prise directe avec Ouais. la DLF, l'administration fiscale, pour justement pousser et faire un peu de lobbying dans l'interprétation Oui. opportune des trous. Une question, cela s'applique exclusivement aux résidents fiscaux français. Hein. Oui. Lorsqu'on est résident fiscal à l'étranger, il n'y a rien de tout ça. Non, rien de tout ça. Il y a deux derniers points importants à voir sur ce sujet. Et là, pour le coup, ce n'est pas des bonnes nouvelles. C'est ce qui se passe quand vos titres sont en PEA et est-ce que vous pouvez encore faire les donations cession. Sur les PEA, le gros avantage du PEA, évidemment, c'était de ne pas avoir à payer l'impôt. Malheureusement, dès lors qu'on entre dans le régime, on ne peut plus investir en PEA et donc on ne peut pas réinvestir en PEA. C'est-à-dire que si demain vous cédez des titres qui sont logés en PEA, même si vous les avez achetés en 2015, vous ne pourrez pas bénéficier du régime PEA. Et l'autre point, c'est que généralement, avant les cessions, les fondateurs, les managers en profitent pour faire une opération de transmission. Et donc, ils font une donation de leurs titres et leurs enfants cèdent les titres. Ça permet en fait de ne payer que les droits de donation. En général, on va jusqu'à l'abattement, 100 000 ou 200 000 euros. Et derrière, le donataire reçoit les titres pour la valeur qui va correspondre à la valeur de cession. Il cède, il ne fait pas de plus-value. Donc, on n'a payé que les droits de donation et généralement pas grand-chose. Ce dispositif est plus disponible si vous entrez dans le dispositif loi de finances. On ne peut plus purger la plus-value, y compris la part de plus-value qui est en dessous du plafond. Parce que par nature, c'est un salaire qui bénéficie à titre dérogatoire du régime plus-value. Une nouvelle loi qui sécurise, mais qui ouvre d'autres questions. Voilà. Adrien, à toi le mot de la conclusion pour donner la parole Voilà, au reste de... On a essayé de brosser à grands traits ce qu'était un management package dans toutes ses dimensions. Le grand message, si on avait un à retenir, c'est qu'il n'y a pas des formules qui fonctionnent pour toutes les situations. Chaque situation est particulière et que ça vaut le coup de se demander comment l'adresser correctement de la meilleure façon possible avec les instruments qui sont à disposition et dans le contexte, notamment fiscal, dans lequel vous vous inscrivez. J'ai envie de dire, ça tombe bien, c'est ce qu'on sait faire. Donc, à tout à l'heure pour les questions qui vous restent. N'oubliez pas que vous serez saisi de questions en Gaïf. Merci pour votre intervention et on va passer la parole à Eric Fèvre-Larcy. Alors, moi, donc, je suis un manager, un repreneur. J'ai plusieurs expériences de reprise, plusieurs expériences de management de package. Pour aller très vite, j'ai repris une PME en 2008 aux côtés d'un fonds majoritaire. Puis ensuite, j'ai travaillé dans une ETI qui était sous LBO avec un fonds qui était ultra majoritaire. Et actuellement, j'ai repris une PME avec plusieurs fonds qui sont, eux, minoritaires. Donc, ça fait trois expériences assez différentes, assez variées, avec des sophistications très différentes et des rapports très différents, eux aussi. Bon, moi, je dirais que les premiers points qui me semblent importants, c'est
on a des mécaniques formidables, très belles et intellectuellement assez challenging. Mais il ne faut pas oublier que dans un schéma de reprise, il y a aussi le salaire, puis il y a tout ce qu'il y a, donc du salaire fixe, du salaire variable. Et dans ce jeu de partage de la valeur, ça compte aussi. Je dirais même, enfin, ça peut compter de manière assez significative. Donc, moi, j'aurais encore tendance à élargir encore un petit peu la définition de ce qu'est un management package et ne pas en rester que à cette super mécanique qui fascine tout le monde et qui est en plus ultra variable d'un coup sur l'autre, d'une année sur l'autre. On ne sait jamais où on va avec ça. Le salaire, ça a beau être taxé, c'est pas optimum, mais c'est quelque chose qui est quand même un point important. Le deuxième point, c'est le management package, c'est un élément de partage de la valeur et qui doit être positif pour les deux parties. Et c'est en fait assez vite dans l'établissement des relations qu'il y a avec un fonds d'investissement, un reflet, je trouve, intéressant de la relation qu'il y a entre le management et les investisseurs. Avec parfois des choses qui peuvent varier assez vite. L'exemple que j'ai en tête, c'est mon expérience dans l'ETI dans lequel j'ai travaillé. Il y a eu un LBO primaire et puis un LBO secondaire. Le LBO primaire, il y avait un management package assez généreux. Les LBO primaires, quand ça marche, en général, ça marche mieux que les secondaires. Mais dans le LBO primaire, on avait un fonds qui était assez généreux en termes de management de package et qui a eu tendance à faire pas mal confiance au management. L'expérience a été à la fin assez intéressante, à la fois dans la création de valeur pour toutes les parties et en particulier pour le management. Le LBO secondaire qui a suivi, même entreprise, un fonds différent, qui n'a eu de cesse de donner des coups de canif dans ce management package. Et ce n'est pas forcément un effet, il n'y a pas une relation forcément de cause à effet, mais il y a un parallèle. Ben, on a eu une équipe dirigeante relativement instable et finalement, ça a pesé sur les résultats de l'entreprise et sur les résultats de l'ensemble du schéma. Donc, moi, je trouve que quand on a un management package qui est bien discuté, de manière assez ouverte, etc., c'est bénéfique pour absolument toutes les parties, et en particulier, enfin, et le projet en général. Il y a aussi quelque chose que j'ai découvert au fil de mes expériences, c'est que c'est un reflet, la manière dont on négocie son management package quand on est repreneur, c'est aussi un reflet de sa motivation. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas toujours naturel pour un entrepreneur qui peut être un peu fleur bleue et intéressé et motivé d'abord par une aventure entrepreneuriale. C'est pas forcément quelque chose de naturel d'aller montrer les crocs en termes de négociation pour essayer de récupérer une partie importante de la création de valeur. C'est par contre, et ça peut être perçu ou ça peut être vu de manière un peu inquiétante quand on est manager en disant on va s'aliéner ses futurs partenaires. Et je crois que, au contraire, ça peut être vu comme quelque chose d'assez positif, de montrer qu'on est intéressé par la création de valeur, de montrer qu'on a envie d'en tirer parti, de montrer qu'on a envie d'avoir une juste rétribution, et finalement de montrer qu'on est motivé. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est intéressant d'aller négocier
en travaillant sur des cas ambitieux, parce que ça montre aussi toute la motivation qu'on peut avoir. Alors, si on... Bon, les cas de reprise, ça peut être assez pointu, mais en général, quand on est sur un sujet PME, on revient plutôt à des sujets nettement plus basiques. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, sur la PME, les sujets de ratchet, etc., bon, c'est des sujets qui peuvent arriver, mais euh, on va probablement avoir tendance à simplifier parce qu'en face de soi, on a des fonds qui sont pas non plus très pointus, qui vont pas forcément avoir tendance à aller chercher des mécanismes, à trouver que ces mécanismes complexes sont normaux. Euh, je dirais qu'il faut revenir peut-être un petit peu au basique. Négocier de manière ambitieuse sur un cas ambitieux, mais pas forcément sur un mécanisme trop ambitieux. Euh, avoir pour ambition de partager cette création de valeur, de ne pas être le seul à en profiter, mais de prévoir, de pouvoir en faire partager les autres, le management secondaire de son entreprise. C'est quelque chose qui me paraît assez important, assez fondamental, et ça permet d'aligner en fait tout le management avec soi-même. Euh, et donc là, la question va forcément se poser de savoir à combien on peut solliciter son management secondaire. Moi, j'avais gardé en tête des idées qui sont suffisamment pour que ce soit significatif, mais pas trop pour ne pas les empêcher de dormir et ne pas les inhiber. Et je crois que c'est aussi un sujet de juste équilibre, voilà, qu'il faut avoir en tête. Donc, j'ouvre un peu le sujet en disant management package pour le repreneur, mais management package pour l'ensemble du management. Voilà les quelques idées, moi, que j'avais à cœur de partager ce soir. Merci beaucoup, Eric. Voilà. Puis peut-être juste un petit commentaire sur lequel il faudrait revenir. L'une des façons aussi de gérer ces différentes populations, alors évidemment, après, il ne faut pas que ce soit démesurément compliqué, c'est aussi, par exemple, de jouer sur le ratchet et de faire des groupes, effectivement, qui ont un montant d'investissement un peu différent et donc, effectivement, un risque inférieur, mais du coup, peut-être une rémunération un peu inférieure en termes de rendement de leur investissement. Ok. Taïsé, à toi. Très bien. Donc moi, je dirige depuis 2018 une entreprise qui est basée à Grenoble, qui propose aux collectivités locales des services dans le domaine de l'optimisation de l'éclairage public et de la gestion des déchets en s'appuyant sur des technologies type IoT, donc un capteur qu'on déploie sur le terrain qui permet de remonter des données qu'on va traiter et utiliser à des fins d'optimisation de télégestion. Moi, je suis rentré dans cette entreprise dans un contexte finalement où un fonds avait investi en 2013, donc 5 ans avant mon arrivée, sous forme d'un LBO primaire, avait à cette occasion amené un nouveau dirigeant en substitution des fondateurs qui avaient cédé à l'époque l'essentiel de leur part. Donc, c'est une entreprise qui a été fondée en 98. Et globalement, on va dire que ça ne s'est pas très bien passé, ce qui fait que le dirigeant qui était arrivé en 2013 a été révoqué fin 2017. Et moi, j'arrivais dans un contexte finalement d'une entreprise qui avait, alors on m'avait présenté ça comme des petits problèmes opérationnels et une équipe à remotiver, c'était un peu plus abîmé que ça. Il y avait des gros problèmes opérationnels et d'un point de vue RH, une équipe bien abîmée, notamment parce qu'il y avait eu des querelles de chapelle entre les anciens, donc adossés, on va dire, aux fondateurs, et puis les nouveaux qui étaient arrivés avec le nouveau dirigeant. Donc, quelque part, c'était rentré finalement dans une entreprise qui était déjà sous LBO. Donc, moi, clairement, j'étais intéressé par le poste de directeur général, mais j'étais intéressé, c'était ma motivation principale,
par un projet auquel je pouvais être associé à la création de valeur, sortant de 15 ans de grands groupes où les projets sont intéressants, mais on est rarement ou jamais intéressé à la création de valeur. Et donc là, il a fallu trouver quelque chose finalement, un point d'accord, un point d'alignement avec le fond dans ce contexte qui n'était pas simple. Donc, les points de négociation, c'était forcément la valeur des titres dans le cas d'espèce, puisque contrairement à un LBO secondaire, où on est sur un événement de liquidité, où il y a une valeur qui est fixée par le prix de reprise du nouveau fonds qui entre, là, quelque part, il fallait valoriser l'entreprise euh, dans un contexte où on connaissait la valeur en prenant des méthodes de valorisation classiques sur la base des résultats de l'année précédente, mais néanmoins, on savait qu'elle était sur une pente déclinante, donc il ne fallait pas non plus forcément se fonder sur la valeur précédente, mais mettre tout ça dans un contexte. Donc ça, c'était un sujet de discussion. Alors, on s'était mis d'accord quand je suis rentré sur une valeur théorique des titres, c'était le prix au nominal. Mais finalement, l'avantage, c'est que l'investissement ne s'est pas concrétisé au moment où j'ai pris mes fonctions, mais 9 mois plus tard. Et en 9 mois, il s'est passé pas mal de choses, ce qui fait déjà que j'ai pu, en ces 9 mois, diviser le prix presque par deux. Hein. Tout ça simplement en s'appuyant sur des éléments factuels, des perspectives budgétaires qui m'avaient été présentées quand j'étais rentré, mais qui n'étaient pas celles finalement qui pouvaient se réaliser, tout un tas de choses. Donc, la question quand on est dans ce genre de situation, c'est finalement peut-être prendre son temps, se mettre d'accord sur des principes de valorisation, mais peut-être attendre quelques mois, si c'est possible, pour closer et matérialiser son investissement. Donc après, au-delà de la valeur des titres, il fallait aussi fixer le mécanisme de rétrocession. Donc là, c'était assez simple. On a pris les investissements en fonds propres du fonds majoritaire et par rapport à ces investissements en fonds propres du fonds majoritaire, on s'est inscrit sur une logique de multiples. Donc si moi en sortie, si le fonds fait un multiple de 2 par rapport à ses fonds propres, ça donnait une rétrocession potentiellement de 10 ou 15, et puis après, progressivement jusqu'à 20 et sans limite au niveau de la rétrocession au-delà lorsqu'on avait atteint le seuil de rétrocession maximum. Donc ça, c'était assez simple finalement, dans un contexte où avant, le manager précédent, lui, il avait plutôt une mécanique de rétrocession associée à des TRI réalisés par l'investisseur. Donc, c'était 15% de TRI en sortie, c'était tant. Si c'était 20, c'était tant. Si c'était 25, c'était tant. Là, c'était vraiment une logique de multiples qui était assez simple. Donc, ce mécanisme de rétrocession s'est matérialisé par des actions de préférence qui se comportaient aussi comme des actions ordinaires. Alors, j'en parle parce que justement, dans le deuxième management package, notamment à cause, je crois, des évolutions fiscales, finalement, les actions de préférence ne se comportent pas comme des actions ordinaires, donc elles n'ont pas cette préférence. Donc voilà. Donc ça pour la rétrocession. Après, il y avait des clauses de bad et good leaver. Alors les clauses de bad leaver, c'était des parts volontaires non agréées, faire une faute lourde au grave au sens du droit du travail ou contrevenir aux obligations du pacte. Voilà, et dans ce cas-là, classiquement, si on était en bad, il y avait un multiple rapporté à l'EBITDA qui était faible. A contrario, si on était en good leaver, c'est quelque chose de décès, invalidité ou départ agréé, là on était sur un multiple plus élevé. Alors comme le disait mon collègue Hervé, il n'y a pas que le mécanisme de rétrocession, il y a un package salarial. Et d'ailleurs, je trouve tactiquement, c'est mieux de le négocier après tout ce qui est rétrocession, parce que finalement, on a tendance à considérer du côté des fonds, c'est un peu plus secondaire et qu'on a envie de closer. Donc, je trouve qu'on passe plus facilement les choses en fin de parcours sur ces sujets-là. Donc, C'est notre recommandation. d'accord. Il faut le mettre dans le business plan. Voilà. C'est encore mieux. Donc évidemment, il y a la partie fixe.
après, moi j'ai une partie variable qui est importante, donc il convient aussi de définir comment est calculée cette méthode variable. Donc là, en l'occurrence, c'était vraiment que une formule associée à du chiffre d'affaires, de l'EBITDA et du cash. Euh, Après, bon, il y a des sujets aussi de gouvernance, de pouvoir. En général, c'est des points sur lesquels on converge assez facilement parce que c'est plutôt des choses de bon sens. À partir de quel niveau on doit référer par rapport aux engagements qu'on prend à un conseil d'administration, comment est d'ailleurs composé le conseil d'administration, etc., etc. Comment s'y prennent les décisions. Là-dessus, c'est des choses à regarder, mais bon, en tout cas, dans les deux cas, ce n'est pas des sujets sur lesquels j'ai rencontré beaucoup de difficultés pour être aligné. Après, il y a aussi le sujet de la GSC. Voilà, donc c'est un peu entre guillemets l'assurance chômage de l'entrepreneur. Donc là, j'avais négocié une GSC 24 mois, 70%. Voilà, donc globalement, un peu les composantes de ce management package, donc, qui s'est délié en octobre 2023. Et à l'occasion donc d'un événement de liquidité où, en substitution donc, du fonds initial qui avait investi en 2013, donc 10 ans après, il a pu sortir dans de bonnes conditions. Ils sont rentrés donc trois nouveaux, enfin un pool d'investisseurs composé d'un fonds lead et de deux co-investisseurs. Là, il y a des choses qui sont un peu différentes, puisque là, pour le coup, comme je le disais, le prix, quelque part, des titres est fixé par l'opération. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de levier de négociation. C'était aussi l'occasion pour moi, donc dans le cadre du nouveau management package, parce que j'y étais sensible et la configuration précédente ne me permettait pas vraiment d'associer le management secondaire, comme tu disais. Donc ça veut dire finalement sur mon management package ou sur ma partie rétrocession, quelle est la part que moi-même je suis prêt à rétrocéder au management, mes équipes qui me permettront de réussir les objectifs. Après, donc là, on est dans ce cadre de ce management package là, donc, qui est en cours. On est donc sur un management package qui peut se réaliser dès lors que les investisseurs réalisent au moins un TRI de 15%. C'est classique, mais ça veut dire quand même que potentiellement le temps peut jouer contre vous. Là, j'ai des actions de préférence donc, qui portent le management package, mais qui ne se comportent pas comme des AO. Et c'est des actions de préférence que j'ai payées, en fait. Hein, donc, quelque part. Et ça, de ce que j'avais compris, c'était notamment pour matérialiser un peu plus la prise de risque pour éviter les cas de requalification fiscale. Plus de notion de good ou de bad. Tous les titres que je détiens en action ordinaire, donc notamment ceux que j'ai réinvestis suite à l'opération précédente, font l'objet d'une clause d'illiquidité de 15%. Et puis aussi sur la partie rétrocession, il y a un mécanisme de vesting sur 5 ans. C'est-à-dire qu'en gros, si je partais au bout d'un an, alors je garderais mes actions de préférence, mais je ne serais éligible qu'à 1/5 de la rétrocession lorsqu'elle aura lieu en cas d'un événement de liquidité ultérieur, et donc dans l'hypothèse où je ne suis plus là. Voilà. Et après, là, on est aussi sur une logique de multiples, où là, c'est plutôt les multiples calculés par rapport aux investissements en fonds propres et quasi propres des investisseurs, et en fonction du multiple net de frais. Alors, ça peut se discuter. Après, donc, en fonction du multiple réalisé, il y a à nouveau un mécanisme de rétrocession. Voilà. Ok. Merci d'ailleurs d'avoir mentionné le vesting parce que, encore une fois, c'est une façon de matérialiser l'engagement des managers, de rester dans le système quand même un certain temps, et c'était bien de le mentionner à cette occasion-là. Juste pour resituer les choses, la taille de ta boîte, pour avoir une petite idée de quel animal, à quel animal s'applique le mécanisme que tu viens d'évoquer. Donc aujourd'hui, c'est une boîte qui fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires,
qui comporte un peu moins de 50 salariés, principalement localisés en France. Et tu l'as associé dans tes négociations avec les nouveaux fonds, tu l'as associé justement dans ce mécanisme combien de managers de l'entreprise au total? 4, D'accord. en plus de moi. Ok. Bon, merci beaucoup Taïsé. Voilà, on va laisser la parole à Yes. ceux qui, à un moment donné, tiennent un peu les cordons de la bourse quand même. Donc, Bertrand, Frédéric, je vous laisse donner votre intervention s'il vous plaît. Oui, bonsoir, je suis Bertrand Guigon, j'ai été repreneur de PME en tant que Where MP. Okay, where does she interview? Vous êtes tenté de l'être dans les prochains Oui. mois dans les entreprises plutôt industrielles. Et Intuitis, qui a été créé en 2010, est une structure d'investissement privé, donc on travaille sur fonds propres. Et on reprend Yeah, right. Yeah, okay. de quelques dizaines à 200 personnes, Roman needs to complete la something. plupart du temps en MBI, et exclusivement dans des opérations privées. Donc, voilà ce que l'on fait aujourd'hui. Moi, je voudrais juste revenir sur un point, ça a été évoqué à plusieurs reprises. C'est toujours un peu plus dur de parler quand on est en avant-dernier, voire en dernier tout à l'heure pour Frédéric. J'ai entendu le mot alignement d'intérêt. Évidemment, ce mot est très important. Je voudrais juste l'élargir. Parce que quand on parle d'alignement d'intérêt, on parle d'alignement d'intérêt entre l'investisseur financier et le manager. Et moi, j'aimerais bien remettre l'entreprise au milieu. Parce qu'à la fin, il faudrait penser que le management package, il doit en premier lieu être bénéfique à l'entreprise. Et donc, quelques points corollaires par rapport à ça. Le premier point, j'abonde absolument dans ce qu'a dit Eric tout à l'heure, vous serez des dirigeants formidables, vous ne pourrez rien faire seul. Et le principe qui consiste à élargir de manière significative le management package aux personnes qui tirent avec vous l'entreprise et à nos yeux, en tout cas chez Intuitus, quelque chose d'absolument essentiel. Et sur toutes les entreprises où nous sommes investis, il n'y a jamais moins de 10% et souvent 15 à 20% des collaborateurs qui sont intéressés au capital avec un man package. Plusieurs points par rapport à ça. Le premier, c'est que si vous êtes LBiste, vous ne serez pas en position, au jour du closing, d'inviter ces personnes à entrer au capital, parce qu'ils ne vous connaissent pas, parce que la confiance n'est pas installée, et parce qu'accessoirement, vous n'avez pas encore nécessairement identifié les personnes que vous souhaiterez inviter. Donc, donnez-vous un an et demandez à votre partenaire financier de porter une poche d'actions qui seront revendues. Je parle sous le contrôle de nos amis avocats fiscalistes. Quand c'est fait dans l'année, ça pourrait être vendu au nominal. Et en général, en tout cas c'est ce que l'on fait chez Intuitis, on met en place un man-pack encore plus attractif pour ces personnes-là que pour le dirigeant. Pourquoi? Parce que le dirigeant va investir quelques centaines de milliers d'euros. Les collaborateurs principaux vont investir quelques milliers d'euros, rarement plus de 10 ou 20 000. Donc le fait de les accélérer encore plus est un point bénéfique. Deuxième point d'alignement, je parle d'alignement donc d'intérêt, y compris pour l'entreprise. Attention au man-pack, c'est juste mon point de vue, attention au man-pack qui certes ont miroité les étoiles. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes évidemment des gens qui avaient la volonté, qui êtes optimistes, vous regardez ce qui se passe si tout va bien. Ne faites pas l'économie de regarder un instant si les choses vont un peu moins bien. A fortiori, quand on est en PME, je ne vous parle même pas du Covid, des accidents, il y en a. Vous pourrez être le meilleur manager du monde. Un collaborateur clé qui part, qui tombe malade, un accident industriel, un litige avec son premier client, vous allez reprendre pour la plupart d'entre vous des entreprises de taille modeste, donc d'autant plus fragiles. Donc, vous devez vous assurer que vous n'allez pas, pour parler vulgairement, vous faire rincer par un man-pack qui prévoit des clauses punitives si le BP n'est pas fait. Et de ce point de vue-là, l'intérêt de l'entreprise, c'est que le dirigeant dorme bien, même quand les vents sont contraires. Donc, évidemment, regardez la partie droite de la courbe, regardez également la partie gauche.
Troisième élément d'alignement, je militerai pour des man-packs qui ne désalignent pas totalement les intérêts de tout le monde. Autrement dit, pour reprendre une phrase d'un dénommé Gordon Gekko, greed is good, c'est une phrase que je ne partage pas. C'est-à-dire que lorsque le man-pack devient un outil de développement à l'excès de l'avidité du manager, ça se fait au détriment de l'entreprise. On ne va pas se mettre à parler de l'affaire Orpea, c'était une boîte cotée, on n'était pas dans de circonstances, mais c'est quoi Orpea? C'est un système qui a cherché à développer l'avidité du management et qui a conduit celui-ci à cantonner et rationner les portions alimentaires, voire les quantités de couches mis à nos aînés. Donc c'est ça, j'allais dire, la dérive d'un man-pack excessif. Je terminerai sur un dernier point. Ça a été dit, le man-pack, ce n'est pas que de l'arithmétique, c'est aussi de la gouvernance. Donc, il faut, et donc vous avez évoqué avec brio des man-packs qui sont plutôt des man-packs de mid-cap et plus. Vous avez une assemblée de gens qui vont reprendre des entreprises de quelques dizaines de salariés sur des valeurs d'entreprise de souvent moins de 10 millions et la plupart du temps moins de 20. Donc, ils vont mettre non pas 2 millions sur 75, mais une partie significative du capital. Pour autant, il y a souvent un sujet d'équilibre des pouvoirs. Et dans ce man-pack, le fait qu'il y ait néanmoins, et là je vais plaider pour l'investisseur financier que je suis, un droit de partage des décisions clés, ça a été dit tout à l'heure, est quelque chose d'absolument fondamental. Autrement dit, ça fait intégralement partie de la discussion d'un man-pack. Voilà. Merci Bertrand pour cet éclairage. Et on passe la parole à Frédéric pour la dernière intervention avant vos questions. Si je peux juste me permettre de Ouais, rebondir. Effectivement, bon, il y a le management package, mais il ne faut pas oublier qu'au final, c'est aussi, et ça c'était très important dans mes critères de choix, notamment pour dans le cas du LBO secondaire, c'est une relation qu'on vit avec un fonds pendant 6 ans. Et tu disais les vents contraires, moi j'en ai eu 4 ans de vents contraires, et je dois dire que j'ai vraiment apprécié d'avoir pu travailler avec un fonds qui, même quand il y avait des vents contraires, donnait toujours la confiance, et avec qui on pouvait échanger, avec qui on pouvait parler des problèmes, et ça n'a pas de prix, indépendamment des considérations financières qui nous animent tous dans le cadre de notre alignement d'intérêts. Mais effectivement, oui, ils ne sont pas tous comme les 2 spécimens que tu as en bout de table, qui sont plutôt des gens bien câblés. Merci pour cette introduction, Stéphane. Donc, moi, je suis Frédéric Ripley et je prends la parole aujourd'hui comme associé fondateur d'une petite société de gestion de fonds. Et nous avons monté depuis 2003 successivement 4 fonds de LBO, souscrits uniquement par des personnes physiques entrepreneurs. Le dernier fonds faisait 130 personnes physiques et 65 millions d'euros. Vous divisez l'un par l'autre, ça vous fait 130 entrepreneurs français qui nous ont confié chacun 500 000 euros. Donc tout ceci, ce sont des montants appréhendables, et notre signe distinctif, c'est qu'en fait, nos LPs sont des personnes que nous connaissons par leur nom, leur prénom, par le tutoiement et par une relation de confiance. Et donc on ne fait pas n'importe quoi avec leur argent, on doit aussi agir en les regardant eux qui souvent ont été des bénéficiaires de man-pack dans le passé. Et donc, ils nous regardent et ils regardent l'utilisation que nous en faisons et la manière dont nous nous comportons. Et donc là, je donnerai de l'écho aux propos de Taïsé. On ne fait pas n'importe quoi. Et donc, moi, quand j'ai en face de moi un manager qui commence la relation en me disant « Je me suis laissé dire que le multiple du manager était égal au carré du multiple de l'investisseur », je lui demande pardon. Je sais qu'on a fait des écoles d'ingénieurs, mais quand même, autant quand le fonds fait 2 fois la mise, que le manager fasse 4 fois la mise et qu'il y ait un rapport de 2 entre l'un et l'autre, c'est quelque chose avec lequel tout le monde peut vivre dans notre métier. Quand on passe à 3 pour le fonds et 9 pour le dirigeant, pourquoi pas, ça peut arriver, ça commence à faire un NB ratio de 3 pour ceux qui sont familiers de cette notion qui est attractif. Quand on passe à 4 et 16 et à 5 et 25, il arrive un moment où l'euro marginal de plus-value me conduit à donner 1,50 € au dirigeant. Et
donc là, je ne peux pas expliquer à mes clients que je suis allé jusque-là. Donc il faut remettre les pendules à l'heure, poser les choses clairement sur la table, comprendre que moi aussi j'ai des clients, que mes clients, je vais les respecter, que je ne vais pas faire n'importe quoi avec leur argent, néanmoins qu'on va travailler ensemble dans la recherche d'un alignement, puisque ça a été le thème introductif de la soirée, d'un alignement bien compris de part et d'autre. Voilà déjà pour poser le sujet. Alors moi, je vais aborder quelques petits sujets avec mon recul dans le métier d'investisseur, puisque je rejoins mon premier fonds d'investissement il y a un petit peu plus de 30 ans. À cette époque-là, les taux d'intérêt sans risque sont à 10% par an. Le private equity n'est pas très développé et les fonds cherchent sur tous leurs deals un TRI de 30%. Et donc, ils acceptent de partager la plus-value au-delà de 30% de TRI par an avec les managers. Donc, le monde a changé depuis. Ce qui a changé, c'est deux choses. La première chose, c'est la baisse des taux d'intérêt. Et la seconde chose, c'est l'augmentation de l'intensité concurrentielle entre fonds. L'intensité concurrentielle du private equity. Il y a un nombre d'acteurs dans le private equity qui ne fait qu'augmenter. Même si vous regardez le nombre des adhérents de France Invest, on est à 400 et quelques aujourd'hui, on était à 200 il y a une dizaine d'années, et j'en passe, il y a 20 ans, on était encore moins. Et donc, si je fais la photo d'il y a 30 ans, c'était 30% de TRI au-delà en partage, aujourd'hui, dont 10% de taux sans risque. Aujourd'hui, les taux sans risque, alors, ils ont fait une petite remontade là, depuis 2 ans, enfin, on était tombé à zéro toutes ces dernières années, et on va retomber sur des taux faibles dans pas très longtemps. Le spread entre le taux sans risque et le taux recherché par les fonds, qui était donc de 20% à l'époque, ce spread il a beaucoup diminué. Dès 2003, quand nous créons notre aventure de private equity indépendant, nous décidons de positionner le taux pivot à 15%. À l'époque, les taux sans risque sont à 3, 4, 5. Donc le spread il est à 10-12. Et si je fais la photo aujourd'hui, les fonds partagent tous au-delà de 15% de TRI sans difficulté. Et je sais que sur les gros deals, ils partagent même au-delà de 12% de TRI sans difficulté également, parce que les montants sont considérables. Donc il faut tenir compte aussi de où on s'inscrit dans la courbe historique pour savoir où on va pouvoir aller chercher les partages et revenir aux principes de base. Les principes de base, ils vont être très très bien exposés. Entre 0 et un seuil de performance normal, attendu, selon ABP, on va être plutôt pari passu. Et puis au-delà, quand on rentre dans les zones de surperformance, il va y avoir certains actionnaires qui vont devenir plus égaux que les autres. Ce sont nos amis les dirigeants, et ils le méritent bien parce que ce sont eux qui sont plus proches de la création de valeur. Donc là-dessus, on est aligné, je dirais, consubstantiellement quand on est un investisseur qui réfléchit comme mon voisin de droite l'est. On réfléchit vraiment. On a été manager sous LBO à un moment donné, on comprend assez bien cette mécanique, et donc on est d'accord pour partager de manière plus qu'égale, donc plus favorable avec nos amis dirigeants au-delà d'un certain taux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, il m'est arrivé dans un LBO de descendre jusqu'à des participations de 2 000 € à côté du manager de la part de membres de son comité de direction. J'ai entendu le mot du partage élargi, je souscris entièrement à ce qui a été fait. Et je pense aux dirigeants d'une entreprise que vous connaissez tous, qui est Daman, un très joli fabricant de thé. On reprend l'entreprise Daman à ses côtés, lui qui était de la famille quasi fondatrice de Daman. Et il porte en MBO l'entreprise, et il dit: j'aimerais bien que mon comité de direction élargisse. C'était en gros la première fois qu'on créait un comité de direction dans une entreprise qui était dirigée par la terreur. Donc changement complet de culture à bord, et lui il dit: moi j'ai envie d'installer un collectif, et il me demande de recevoir successivement les 13 membres de son futur comité de direction. Et je les reçois individuellement, puis collectivement, on fait un joli topo, la courbe qui s'accélère et ainsi de suite, et je leur dis à chacun: maintenant vous faites ce que vous voulez. Vous avez été invité par monsieur le dirigeant, vous faites ce que vous voulez. Et vous me téléphonez, vous m'écrivez un mail comme vous voulez dans les jours qui viennent pour me dire quelles sont vos intentions. Et j'en ai qui sont venus vers moi en me disant: j'y ai réfléchi avec mon épouse et on aimerait pouvoir investir jusqu'à 2 000 €. Est-ce que c'est possible? Et nous avons répondu oui. Et vous n'imaginez pas la fierté de ceux qui ont investi 2 000 €. Le hasard a voulu qu'on sorte beaucoup plus tôt que ce qu'on avait prévu. Les managers n'ont fait que 7,5 fois leur mise à cette occasion. Mais ils ont mis 2 000 €, ils sont ressortis avec 15 000, ils étaient heureux. Et le directeur financier, il était assez malin, lui, il avait compris la mécanique, il a emprunté 100 000, il est ressorti avec 750 000. Et tout ceci à côté du dirigeant qui était issu de la famille, qui avait remis 1 million au pot et qui est ressorti avec 7,5 millions.
et qui était donc une ponction dans la plus-value que nous avons faite, qui était d'une vingtaine de millions à l'époque, une ponction assez importante quand même. Mais voilà. Donc, pas de limite pour élargir vers le bas. Ça, c'est vraiment un mot. Et puis, j'en reviens maintenant au mécanisme. Alors, j'ai vu, évidemment, sur cette longueur, cette profondeur historique, tous les mécanismes évoluer. Je me rappelle l'époque, je ne vais pas dire que c'était l'époque bénie, mais je me rappelle l'époque où on faisait ça vite fait sur le gaz. On faisait souscrire à des APSA aux dirigeants et il les mettait dans son PEA. Des APSA, donc des actions à compte souscription d'actions. Lui, quand il expliquait à son banquier du Crédit Agricole de Romorantin que c'était des actions, ça passait, parce que le banquier n'est pas formé pour savoir quel type d'action c'était. Et quand soudainement les APSA en question, qu'on a toujours appelé actions dans nos correspondances avec le dirigeant en question, produisait une plus-value extraordinaire, et ben, le banquier de Romorantin, il voyait le produit de cession arriver, il ne posait pas plus de questions, il ne demandait pas la copie des actes. Sur la copie des actes, on voyait bien qu'il y avait une valorisation des actions et une valorisation des BSA. Donc aujourd'hui, tout ceci a bien changé. On est passé par toutes les phases. Il fallait prendre des stock options, il fallait prendre des BSPCE, il fallait prendre des actions de préférence, il fallait bannir le mot rétrocession. On a donc essayé de se rapprocher de la prise de risque sur des valeurs mobilières différenciées avec des profils risque-rendement différenciés pour les uns et pour les autres. Et puis, on a accueilli la nouvelle loi de finances de février 2025. J'étais en train de céder une entreprise à ce moment-là. Le dirigeant a stoppé tout le processus. Il a dit oui, mais moi, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus. Il a dit il va falloir quand même y aller parce que sinon, on ne va pas vendre. Et donc, on y est quand même allé et on verra les prochaines réformes. Donc, tout ceci, il fallait le suivre. Au milieu de tout ça, j'ai quand même constaté que nos amis les obligations convertibles, que l'on ne convertissait pas au-delà d'un certain seuil, ont une certaine longévité. Elles existent encore, manifestement. Le mécanisme tout simple, on met moite-moite, action au C. Finalement, le C n'existe plus. Elles ne sont plus tellement convertibles, puisque à la hausse, elles ne sont pas convertibles, puisque c'est notre velléité de partage de plus-value. Et en fait, à la baisse, elles ne sont pas convertibles non plus, parce qu'on n'est quand même pas con, quand la boîte va au tapis, on garde notre pince. Ça vaut toujours mieux que des actions. Bon. Donc, c'est ce qui fait vraiment la réalité du risque-rendement différencié, à la baisse comme à la hausse, et qui justifie ces différentiels. Et donc, finalement, nos amis les dossiers ont une certaine longévité dans le paysage, mais je ne suis pas là pour vous dire faites des OT. Faites ce qu'il faudra faire au moment où vous allez monter votre management package en étant bien entouré juridiquement et fiscalement, parce que c'est quand même comme ça que ça va se passer. Un dernier mot pour terminer. Je vais reprendre le lien avec la question de Taïsé tout à l'heure. C'est au fond, réfléchissez à avec qui je m'associe. Le avec qui je m'associe, il est fondamental dans tout ça. Est-ce que j'ai des adeptes du greed is good et de uniquement greed is good? Et si c'est ça, il est assez probable que le corollaire de greed is good, ça sera mon vieux, tu as signé un contrat, puis le management package, j'y joue pas, je suis désolé, tu as signé. Ça va se terminer comme ça l'histoire. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand le management package ne joue plus? La boîte, à un moment donné, a eu un à-coup. Les management packages, ils sont calés sur des courbes qui sont millimétrées, et quand tout va bien, tout va bien. Ma très belle sortie qui a traversé le 25 février 2025, tout va bien. L'investisseur fait 5 fois, le manager fait 14,7 fois. Elle n'est pas belle la vie. Il est juste en dessous du seuil de 3 fois. Enfin, le multiple projet, pardon, il est juste en dessous du multiple projet. Donc, il n'est pas dans sa zone de taxation de salaire de ce qui lui donnait des boutons. Moi, je lui ai dit, t'es con, t'aurais dû y être parce que c'était plus surplus pour toi. Mais bon, c'est comme ça. Donc, il fait son 14, et quelques fois. Nous, on fait notre 4,92 fois. Enfin, la vie est belle, les multiples projets, 5,3, je crois. Bon, tout va bien. On ne se pose pas de questions, on applique les contrats. Mais il m'est arrivé aussi d'avoir des LBO où on se revoit en milieu de parcours. Il y a eu un Covid, un truc ou un machin, un lancement de produit qui n'a pas marché ou que sais-je. La boîte, elle a pris un contre-coup. Et quand bien même la boîte va reprendre une courbe ascendante parallèle à la courbe d'origine, c'est fini. Le manpack, il ne fonctionne plus, il ne joue plus, il vaut zéro. Ayez le courage de faire ce qu'a fait un de mes managers qui est venu me voir. Il m'a dit, Frédéric, le manpack ne joue pas, on fait quoi? Et je lui ai dit, les yeux, dans la seconde, on va en refaire un. On va en refaire un parce que c'est l'intérêt de la boîte. Je rejoins Bertrand. C'est l'intérêt de la boîte d'avoir des managers qui se lèvent le matin avec la niaque. Et nous, c'était notre intérêt de recoller à cette deuxième courbe et d'avoir des managers motivés. Et donc, nous voilà sur une boîte qui a fait l'objet de plusieurs LBO successifs. Je vais nommer son nom, je prends le risque, Indépendance Royale. Ceux qui ont connu cet exemple-là auront des souvenirs. Une boîte qui vend des équipements de mobilité
pour seniors qui restent à la maison plutôt que d'aller en maison médicalisée. Et donc, on les aide avec des équipements de mobilité. Ça commence par une douche à l'italienne, ça se poursuit avec d'autres produits de ce genre-là. Le Manpack ne fonctionne plus. Il faut retrouver des bases pour que le management soit motivé. Et le dirigeant, je le remercie d'être venu m'interpeller parce que ça sommeillait en moi et puis je sentais qu'il fallait que j'y aille. Et puis, au fond, ça a été le déclic. On y est allé, on a reconstruit les bases d'un Manpack. À l'arrivée, il fait son multiple de 10, ou à peu près, ou un peu plus même, je crois. Nous faisons notre multiple de 4, et tout le monde est content. Et pourtant, on est passé par mandat ad hoc, conciliation et RJ. Elle n'est pas belle, la vie? Donc, ayez le courage de le faire, mais pour que vous puissiez le faire, il faut que vous sentiez qu'il y aura un terrain d'écoute. Et donc là, c'est vraiment à vous, dans vos négociations avec les investisseurs, de ressentir ce qu'il y a dans les personnes. Éviter d'avoir des personnes qui n'ont pas eux-mêmes a skin in the game, c'est-à-dire qui ne sont pas eux-mêmes actionnaires de leur boîte. Là, moi, je vous recommande de les éviter, ou alors de savoir à quoi vous attendre. Voilà. Ceux qui ont mis leur propre argent sur la table, ils vont parler comme vous, le même langage que vous, ils vont avoir envie que la boîte se redresse. Et si à la fin, ils vous donnent plus que ce qui était prévu au départ, le gâteau sera plus gros. Et donc, l'important, c'est de faire d'abord grossir le gâteau avant de définir les modalités de partage du gâteau. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Frédéric, et quel mot. Bien, bah écoutez, on va passer à vos questions. Alors, on va malheureusement avoir un tout petit peu moins de temps qu'on avait prévu, mais voilà, partons sur un quart d'heure de questions. On prendra aussi les questions à distance, mais on va commencer par la salle. Voilà, n'hésitez pas. Non, personne ne se lance. Alors moi, du coup, j'avais une première question, moi. Parce qu'effectivement, je suis moi-même passé par un LBO primaire, secondaire, et j'ai un peu constaté l'inconvénient qu'on évoquait, qui est que souvent le management est tenté de triturer les chiffres et puis de faire des économies parfois mal placées, par exemple, pour faire en sorte de rejoindre l'objectif si durement négocié. Est-ce que c'est un sujet qu'on retrouve autant dans un contexte de PME tel que celui que Bertrand, Frédéric et puis même Eric Taïsset, vous connaissez, compte tenu peut-être quand même d'une plus grande proximité, d'un plus grand attachement généralement de ce manager à la boîte? Enfin, comment cet aspect-là joue moins ou tout autant dans les sociétés un peu plus petites où il y a peut-être un peu plus d'intuition personnelle, un peu plus de lien avec la boîte? Moi, je gère toujours la boîte au service de l'entreprise. Donc, si à un moment ou à un autre, je sens qu'il faut que je fasse des recrutements et que j'investis dans l'avenir, même si c'est contre la théorie, enfin, contre la maximisation potentielle du management package, je vais le faire parce que enfin, je me projette au long terme. La gestion d'une PME, c'est fait d'aléas. On ne peut pas tout prévoir et quand il faut prendre des décisions, il ne faut pas les prendre par rapport à son management package et par rapport à son espérance de gain, il faut les faire dans l'intérêt de l'entreprise. Et est-ce que tu as à tes côtés des fonds qui ont une oreille aussi attentive par ailleurs quand ça va moins bien que tes deux voisins? En tout cas, les deux fonds avec qui j'ai travaillé étaient complètement alignés avec cette pratique. Voilà. Donc, je pense mais je pense que c'est important parce que si on gère une entreprise que sous l'angle financier, après ça peut marcher, mais ça peut aussi aller dans le mur. La question que tu poses, c'est le problème de l'horloge et de la date de rendez-vous qui est contrainte souvent par l'investisseur. Moi, j'ai du mal à en parler parce que je suis investisseur sur fonds propres, donc je reste associé pendant 10 ou 15 ans et donc j'ai pas de tic-tac. Mais effectivement, on peut imaginer, donc je ne saurais pas répondre à cette question. Moi, mon expérience personnelle, quand même, ça m'a marqué. Alors, non pas qu'on avait une équipe dirigeante qui a fait n'importe quoi, mais c'est vrai qu'on était particulièrement sensible à cet aspect-là, parce que, pour tout dire, la boîte en question, c'était une boîte qui était principalement, en tout cas sur le marché français et puis dans pas mal de marchés à l'étranger, qui était délégataire de services publics. Et donc là, le problème, c'est qu'on n'est plus simplement dans une boîte qui fait de la prod, du B2B, on a une dimension supplémentaire qui est qu'on a des co-contractants qui s'attendent à une certaine qualité de service qu'on a essayé tant bien que mal de traduire contractuellement. Et c'est vrai que ça vient rajouter une dimension
assez, enfin, qui, moi, en tout cas, a été un de mes questionnements tout au long du LBO sur comment on fait pour concilier tout ça. Alors, bon, je ne vais pas vous la faire, méchant capitaliste versus je ne sais pas quoi, mais et c'est vrai que ça venait rajouter effectivement une interrogation assez forte sur ce à quoi peut pousser ce type de mécanisme, le management. Moi, je vais donner deux échos à la question que tu as posée. Le premier, pardon, il y a une prise de parole. Non, je Dis-moi. disais juste, faut pas oublier aussi qu'il y a le niveau d'endettement. Il y a le ratio de levier aussi qui peut avoir un effet. Il n'y a pas que le package. On est obligé de surveiller le cash et on ne fait pas Ah n'importe bah voilà. quoi, parce qu'on a endetté la société et on porte une responsabilité sur Exactement, exactement. ça, certes. Moi, je dirais que nous sommes collectivement emprunteurs avec le dirigeant. En fait, c'est la société qui est emprunteur. Donc, quand on se soucie de la société, Oui. on se soucie de la liquidité de la société. Oui, bien sûr. Et donc, ce n'est pas la méchante dette versus le manager vertueux qui veut embaucher. Ce n'est pas ça l'équation. L'équation, c'est que le manager, il est dans le bateau, il est solidaire de cette décision qui a été prise de monter une dette. Et donc, à un moment donné, si ça ne passe pas, il est concerné et on va en discuter et on va chercher les bonnes solutions. Mais il n'y a pas d'opposition entre l'un et l'autre. Moi, je vais donner deux échos à la question que tu poses sur cette opposition, entre guillemets, entre l'intérêt de la société et le greed du dirigeant associé. Le premier, je suis dirigeant d'une boîte sous LBO et je suis vendu avec les meubles dans un joli mémorandum d'investissement par une banque d'affaires. Je rencontre 27 fonds d'investissement qui ont fait des offres et je suis courtisé activement par une dizaine d'entre eux qui tous m'ouvrent la boîte de Pandore du management package qui m'est promis si je rejoue avec eux. Et il m'explique que si je coupe la R&D et si je coupe le marketing, l'EBITDA va s'envoler et que 2 ans après, 3 ans après, on revend et que moi, mes picaillons, ils vont faire x50 et que je serai l'homme le plus riche de la Terre. Ça, c'est la vision des private equiteurs qui ont essayé de me séduire. Pas de bol, ce n'était pas le bon langage pour me parler. La deuxième vision que je peux partager, c'est celle que j'ai, moi, d'investisseurs petits, dans des petits objets, avec des privés à mon capital. Si à un moment donné, j'avais des égarements sur le chemin du greed, j'ai la chance d'avoir des investisseurs qui me rappelleraient qui ils sont et qui me rappelleraient qu'on ne fait pas n'importe quoi avec une entreprise. Et aujourd'hui, ça m'a servi de guide tout le temps et j'ai toujours pris le contre-pied de je dois opposer l'un et l'autre. Non, moi je regarde les acquéreurs potentiels les yeux dans les yeux et je leur dis oui, on a continué à investir l'année de la cession. Oui, on a continué à recruter l'année de la cession. C'est pour ça que la boîte est belle et c'est pour ça que tu vas me la payer un bon multiple. Et donc, pour moi, la contrepartie de continuité de gestion de la boîte sur le long terme, c'est cette boîte-là, elle mérite il n'y a pas eu de window dressing, on n'a pas serré les boulons pour améliorer un EBITDA, pour espérer passer. Et donc, là, c'est la vie, c'est relisez ou lisez les rythmes d'investissement, les rythmes d'embauche. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu d'amélioration subie des ratios qui font que la boîte est plus séduisante cette année que l'année d'avant? Méfiez-vous des boîtes que l'on achète, comme par hasard, la meilleure année parmi les 5 dernières, ou alors tenez-en compte, voilà, faut s'inspirer de tout ça pour essayer d'éviter les risques d'opposition entre le dirigeant et l'entreprise. Moi, je rajouterais pardon. Je rajouterais un petit point également. Plus on est PME et petite entreprise, plus on est proche de ses salariés. C'est quand même les RH dans la vie du dirigeant, c'est quand même le sujet principal. Et enfin, je pense que plus on est PME, plus on est attaché, accroché à son équipe, à ses salariés. On a envie de les regarder dans les yeux. On a envie de leur dire que l'entreprise les emmène, qu'on les emmène avec l'entreprise sur un chemin qui est assez vertueux et qui est plutôt long terme et qu'on ne va pas trop se casser la figure. Le deuxième point qui va avec, c'est que tous les jours, le sujet, c'est les RH et on est forcément un peu moins sophistiqué que dans une grosse TI où on a un DAF qui sort des ratios aux petits oignons dans tous les sens et qui recalcule un ratchet à chaque clôture ou à chaque fin de mois. La PME, c'est pas ça. Donc, quand on a le temps de le faire, c'est peut-être une fois par an, et on va pas faire toutes les hypothèses de je vais économiser sur les rations, enfin l'exemple d'Orpea ou autre.
c'est plus compliqué à faire quand on est dans de la PME. Donc, je pense que ça dépend vraiment du projet en lui-même. Mais, je le rappelle un peu. ouais. Et puis, je dirais que le rôle du conseil il est important aussi dans les benchmarks et que ça, nous, on nous dit souvent donnez-nous la meilleure courbe Scotto. On dit non, 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 on va pas faire comme ça. Parce qu'évidemment, on a un écart très important. Enfin, le tunnel du benchmark, il est très large. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune situation qui se ressemble. Et je dis notre rôle, il est important dans l'équilibre parce que j'entendais parler de la séquence où les 22, 27 fonds qui draguent, entre guillemets, le management avec un beau management package. Nous, on leur dit toujours, attention, il y a une séquence management package et elle est après le prix. Il faut d'abord que voilà, le deal s'équilibre, qu'il y ait un vrai repreneur fonds et la séquence management package elle doit s'insérer avec équilibre, mais à la fin, pas au début. Ça ne doit pas être le premier maillon parce que sinon, évidemment, ça biaise tout, on est tous d'accord. Et notre rôle, il est important là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne va pas voilà, négocier d'abord, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on va dire. Et puis, ce qui a été dit, c'est choisissez votre fonds. Moi, j'entends que des bonnes choses du côté des financiers, donc c'est hyper agréable et intéressant, mais choisissez votre fonds, c'est fondamental. Et dans la discussion du management package, de cette couture, de l'alignement d'intérêt, on voit bien qui on a en face quand même, puisque la discussion se fait très sereinement et facilement quand vous avez les bonnes personnes en face de vous. Mais dans la séquence, elle se fait vraiment à la toute fin, avant de vous marier avec lui, en fait, ou avec les fous. J'ai une question. Est-ce que vous voyez une concrétisation de ces discours dans le management package et donc des KPI qui sont par exemple sur le turnover, sur des aspects qui ne sont pas financés? Non, c'est pour l'instant quand même très financier, Adrien. Ouais. Ce qu'on a vu, ce qu'on voit en ce moment, c'est pas mal une interrogation sur l'intégration de critères ESG, de performance environnementale ou sociale dans les management packages. Alors, je ne pense pas que ça concerne c'est plutôt les très grosses boîtes, très grosses entreprises, avec des infrastructures ou des choses comme ça, où la question se pose, et c'est même des acteurs un peu publics comme la BPI qui poussent ce genre de sujet. Si c'est pertinent par rapport à une histoire, à un projet, pourquoi pas, rien n'est impossible. Je vous avoue que du point de vue du management package au sens strict qui est assis sur une performance financière, ça ressemble à une deuxième condition à réaliser, et du coup, on peut se dire que ça rend les objectifs plus compliqués et donc le management package moins élevé qu'autre chose. Si vous me demandez, moi, quel est c'est peut-être probablement plus pertinent de traiter ça, on parlait de rémunération via des objectifs annuels que vous suivez, via des rémunérations variables qui sont assises sur ce genre de choses, que sur le package qui lui, est sur le temps, et pas sur un temps annuel, qui est sur le temps de l'opération, qui fait 3, 4, 5, 6 ans de l'investisseur du fonds LBO. On peut quand même dire qu'une boîte qui est ESG compliant va se vendre plus cher en sortie à l'exit qu'une boîte qui ne l'est pas. Donc les deux vont dans le même sens. C'est vrai. Absolument. Avant les gens. Non, mais voilà, c'est une réponse indirecte. Une boîte qui est en bonne intelligence sur ses critères extra-financiers, finalement, ça se retrouve dans le prix de cession. Et c'est que ça arrive dans le management package. ESG est un bon levier pour améliorer le prix de cession. C'est ce que vous disiez, c'était comme ça que la question était posée, c'est-à-dire est-ce que le turnover, est-ce que le fait de continuer les investissements, c'est une boîte qui est bien gérée, donc elle est mieux valorisée. Exactement. Ça, on est d'accord. Après, est-ce que c'est intégré est-ce que vous avez un management package plus élevé si votre empreinte carbone elle est à 110 ou à 50? On le voit pas encore beaucoup, même s'il y a une interrogation sur le sujet. Quand on voit des engagements ESG très longs, très larges dans les pactes. Voilà. Et ça devient presque parfois compliqué pour les petites entreprises de se dire oh, mais je ne vais pas réussir à être compliant avec tout ce qu'on me demande. J'y arrive pas, ça veut dire quoi tout ça mais c'est plus même que ça va progressivement déteindre sur ce type de choses-là. Forcément, on le voit déjà dans les contrats de prêt depuis un certain temps. Maintenant, c'est le cas aussi dans les émissions obligataires.
Donc petit à petit, effectivement, il y a quand même, alors, sous réserve de Trump et tout le reste, il y a quand même un effet de propagation Oui. de ce genre de KPI. Voilà, on prend encore une question dans la salle, Anne-Claire. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que sur la loi finance, est-ce qu'il y a eu des implications aussi côté fonds, ou en fait toutes les implications sont vraiment côté management? Alors, c'est une excellente question, parce qu'en réalité, le texte a été, avant sa publication, discuté entre France Invest, qui est l'association qui représente les fonds, et Bercy. Les managers n'ont pas été impliqués. Pas du tout. Ce n'est qu'après que les managers ont demandé à être impliqués. Ce qui a été, ce qui n'a pas été très bien perçu. En réalité. C'était un peu maladroit. Donc il n'y a pas d'implication pour les fonds. En fait, on voit très bien, il n'y a pas de charge sociale pour les fonds. Toutes les incidences sont portées par les managers. Donc, on peut comprendre pourquoi les managers n'ont pas été intégrés dans la rédaction de ce texte. Après, comme ils ne sont pas concernés, ils se sont posés moins de questions. D'où les difficultés qu'on a à l'appliquer, parce qu'en fait, il est inapplicable parfois. Donc, il a quand même fallu qu'on parle à l'administration fiscale pour essayer de minimiser les effets de bord et savoir comment concrètement on devait l'appliquer dans une opération sur deux qui implique une récap. Par exemple. Mais, surtout que ce sujet à 59%, finalement, là où ça induit des comportements peut-être potentiellement problématiques, c'est la création de valeur surabondante quand on atteint, nous, on nous demande de tracer la courbe du plafond fiscal à 59% dans les courbes qu'on est en train de négocier, hein. Et forcément, ils se disent, est-ce qu'on demande plus pour neutraliser ce 60%? Est-ce que ça va nous inciter justement à favoriser, à freiner les chevaux, voilà, et donc à passer au deal d'après, même si évidemment c'est dans les mains de l'actionnaire majoritaire, mais ça crée des comportements induits parce que forcément à partir du moment où on atteint ce plafond, et ça veut dire qu'il y a de la surperformance et c'est chouette. L'exemple de tout à l'heure Ouais, ouais. était frappant. Oui. Dire, je limite mon prix pour être à 15 fois, pour pas tomber au-delà du plafond fiscal, alors qu'en fait, Non, mais il y a d'autres de l'auditoire, les gens qui sont vraiment les Ouais. victimes, entre guillemets, et impactés par ça, ce sont les managers de très gros LBO, de Oui. gros et très gros LBO. pas fort. Largement, Non, comme mais le disait d'autres- Frédéric, les enviers ratios, quand on est déjà, quand on sera déjà à 3, ça sera pas mal. Et la partie qui sera au-delà, ce sera seulement la tranche marginale au-delà du x3 qui sera impactée. Oui. Donc les gens qui sont ici, qui vont Oui. faire des LBO sur des valeurs d'entreprise à moins de 10 millions d'euros, en fait, ne sont pas impactés. On par est cette, plutôt bien et c'est sécurisant du coup. Parce que du coup, vous n'avez pas le stress de se dire, OK, il y a cette jurisprudence d'avant, est-ce qu'elle s'applique, elle s'applique. Là, vous avez une loi. Après, bon, il y a des trous dans la loi donc qui vont être colmatés. On espère bientôt. Pardon. L'exemple typique, c'est, et ça on en a quelques-uns, on n'arrive pas à sortir. Mais le fonds a besoin de faire son TRI, donc on fait ce qu'on appelle une dividende récap, donc on va rajouter de la dette pour financer un rachat d'actions. Aujourd'hui, donc, mécaniquement, ça diminue la valeur de la société. Et donc, si par exemple on sort finalement assez rapidement après la récap, la valeur de l'entreprise à la sortie, elle est quand même beaucoup moins élevée qu'avant la récap, vu qu'on a déjà sorti beaucoup de cash. Avez-vous déjà vu une opération de ce type de cette classe pour une entreprise de moins de Non. 10 millions d'euros? Non. Donc encore une fois, C'est sur du gros. ça ne touche pas nos amis de Et l'auditoire. c'est vrai. Globalement, c'est un dû de la sécurité. Quand ce sera publié au BOFIP, quand il y aura toutes les éclaircissements. On a des questions de la salle Oui. à distance, je crois. Alors, justement, on va passer à ceux qui sont à distance. Alors, j'ai mis le haut-parleur au maximum. Donc, voilà, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. J'espère qu'on va vous entendre. Des questions? Non, aucune question. Si, oui, bonsoir. Si. Moi, j'avais Oui. une question, enfin, je l'avais mise par écrit. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la présentation et les interventions. Alors, j'ai pas tout suivi parce que j'ai dû prendre un call en cours de route. Mais donc, j'espère que les questions que je vais poser vont pas être redondantes par rapport à ce que vous avez présenté. Donc, j'avais une première question sur les search funds et les outils juridiques utilisés dans le cadre des search funds et la fiscalité qui est attachée. Ça, c'est mon premier point. J'avais un deuxième point qui est plutôt sur les CARID. Alors, ça rejoint un peu ce que vous avez dit, hein, les fonds qui ont été invités à Bercy d'abord sans les managers.
En fait, il y a deux sujets finalement sur les CARID. C'est comment est-ce ils sont structurés en termes d'outils juridiques, encore une fois, et quelle fiscalité pour les CARID. Et l'autre question, c'est est-ce que c'est pas possible de faire une sorte de club deal avec des outils, on va dire, équivalents. Et enfin, toujours sur cette même thématique, est-ce qu'on peut vraiment dire que les fonds et les managers sont alignés, alors qu'en fait, les ratchets et les pourcentages de rétrocession ne sont pas les mêmes selon qu'on soit un fonds ou un manager? Ok. Et dernier point, mais ça c'est un peu annexe, c'est si on est dans une PME qui est internationale, qui a une activité européenne dans d'autres pays européens, est-ce que vous conseillez d'aller se baser à titre personnel dans un pays à fiscalité plus douce, typiquement l'Italie, qui a été mentionné pas mal de fois ces derniers mois? Alors, on va essayer de. Il y a plein de choses à dire. Désolé, hein, il y a beaucoup de questions. Parce que là, c'était des questions dans des Je questions. les ai mis par écrit aussi. Hein, si... Merci Frédéric, à bientôt. Alors, Alors, qui sur- veut commencer? Sur le search fund, en 2 mots, je ne sais pas si. Ah, le modèle quand même vient des États-Unis, donc nous on a travaillé là-dessus. Les outils, si on est sur une participation en France, ça va être des outils qui sont compatibles avec la France, donc des actions de préférence et des actions ordinaires. L'idée étant de respecter en fait le modèle financier. Donc finalement, à partir du moment où on est clair sur le modèle financier de rétrocession au fondateur, enfin searcher, bref, j'ai moins les termes adéquats. On va, avec les outils qu'on a à disposition dans l'entreprise, actions gratuites, ordinaires, actions de préférence, etc., répliquer les accords financiers de package qui ont été prédiscutés en amont. Adrien, tu veux compléter quelque chose? Ouais, mais sur cette question, elle est intéressante sur les search funds parce que typiquement, vous nous auriez posé la question en 2024, on vous aurait dit, bah, tous les instruments, tous les accords qui sont prévus par les search funds qui sont très normés puisque tout le monde applique le même contrat, en fait, ils vous poussent à faire des choses où vous cochez toutes les cases des situations qui entraînent de redressement par l'administration fiscale. Donc, vous nous auriez posé la question l'année dernière. Et quelqu'un m'a posé la question il y a 6 mois qui est dans la salle et je lui ai dit c'est une catastrophe. Donc le traitement fiscal va être compliqué. Idéalement, il faudrait tout adapter à la France. Bah, typiquement, comme la loi a changé, et Émilie le disait, il n'y a plus cette approche par les contrats. Et à partir du moment où vous restez dans le plafond fiscal, bah, vous n'avez plus tellement de problèmes. Donc elles sont quelque part. C'est une situation qui est d'une certaine façon réhabilitée par la nouvelle loi où on peut réappliquer les contrats standards en dormant mieux la nuit, en tout cas sur sur sa fiscalité. D'accord. Voilà. Ça, c'est peut-être pour répondre sur le search fund. Alors, les carrés. Sur le club deal, alors je ne prononcerai pas moi sur la fiscalité des carrés d'intérêt. Nous, on est des avocats de managers et on le reste. C'est la flat tax. Ah oui, ils sont en plus. Après, est-ce qu'il y a une façon de répliquer les conditions pour en bénéficier dans le cadre d'un club deal sans avoir les agréments? Sans abus de droit. Ouais, enfin, moi, ce serait une martingale qui, à ma connaissance, n'existe pas ou pas encore et qui risquerait de cocher les cases de. Enfin, j'ai clair utiliser le mot et je pense qu'Émilie le sortira assez vite d'une situation un peu abusive. Donc, ouais, non. En fait, je réfléchissais en même temps, parce que le CARID, effectivement, c'est un régime légal où on dit c'est de la plus-value, plus-value. Alors, c'est du salaire, mais taxé comme de la plus-value pour l'intégralité. C'est vrai que quand on dit comme ça, on a l'impression qu'il y a une distorsion. Je pense qu'en réalité, si on voulait aller au bout de l'analyse, il faudrait faudrait faire des comparaisons multiples, le multiple du porteur parce que dans un fonds, on a les porteurs ordinaires et puis on a les porteurs de CARID, c'est les parts A, les parts C. Et les droits financiers des parts C ne sont pas les mêmes. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller regarder si en pratique, les managers de fonds peuvent faire par rapport à leur investissement plus de 3 fois ce que fait le porteur de part A.
Et très honnêtement, je n'ai pas les études, je ne suis pas en mesure de le dire, mais s'il y a un écart, effectivement, il y a un décalage. S'il n'y a pas d'écart, finalement, ils sont dans la zone des x3, bah, à la fin, ça revient au même, en fait. La seule, on doit conserver 2 ans, mais eux, ils doivent conserver 5 ans. Ils n'ont pas le régime d'exonération, il n'y a pas de régime de PEA. Donc, la seule vérification à faire, ce sera celle-là. Ce serait la différence de rendement entre les porteurs par A. Alors peut-être pour terminer, donc sur l'intérêt, quand on est, alors ce qui concerne peut-être un peu moins la population qui est ici ce soir, mais quand on est sur un montage qui concerne effectivement une PME ou une ETI présente dans plusieurs pays et où on essaye, ce qui n'est pas facile, de mettre en place effectivement ce management package dans plusieurs pays. La question, c'était en gros l'intérêt d'aller bénéficier du management package dans un pays plus favorable que la France quand on est français. Donc, La première question, c'est ce qui compte, c'est pas où est localisée la holding, c'est où on travaille. Exactement. C'est ça qui va déterminer le régime fiscal et social. Et en réalité, quand on regarde autour de nous, bon, Espagne, c'est pas très intéressant sur le plan de l'IR, mais les charges sociales, c'est rien du tout. C'est très vite plafonné. Le UK, c'est pas mal, la fiscalité sur les plus-values, c'est 20%. Ils ont aussi une requalification du ratchet s'il y a des clauses de bad behavior, mais c'est beaucoup moins agressif que la fiscalité française. Le Luxembourg est très bien. Il faut avoir envie d'y aller. Pardonnez-moi, mais on parle Après, des les dirigeants dirigeants de PME qui font passer 180 jours par an en France. Ouais. Donc, je pense que Voilà, c'est je une resterie. suis pas certain que ce sujet-là intéresse nos amis. Pour tout dire, c'était- on a été avait posé. d'ailleurs des discussions avec certains d'entre vous quand on vous reçoit effectivement dans les clubs de repreneurs, où vous vous posez parfois la question, savoir, mais du coup, j'aimerais quand même bien prendre un truc loin, mais je suis en région parisienne, du télétravail, et généralement ce qu'on vous dit, c'est que quand on reprend une boîte au début, c'est pas franchement une bonne idée, il faut vraiment y être, quoi. Mais si je puis me Ça permettre, dépend de son activité. si je puis me permettre, la question sur le Luxembourg, elle est très intéressante parce que quand on s'adresse à un collectif de managers, y compris des gens qui n'investissent pas des montants importants, on a régulièrement la question, quelqu'un qui me dit « Ah, moi j'ai un cousin qui m'a dit qu'il fallait investir via une société luxembourgeoise ». Des gens qui mettent des petits tickets de, plus ou moins gros, en dizaines de milliers d'euros. On dit bah, « C'est simple, une société holding au Luxembourg, ça coûte 50 000 euros par an ». Oui. Voilà, donc ça répond. Moi, la réponse, c'est donc ça a du sens dans certaines situations et à partir de gros montants. Et je compléterai ce que Voilà. dit Adrien, c'est que si vous êtes repreneur sur une opération de petite taille, et nous on fait des petites tailles comme des grosses tailles, il faut rester pragmatique et simple. C'est-à-dire que faut se dire, c'est quoi l'objectif, comment je fais, qui je veux mettre dedans, et je trouve le système le plus adapté et le plus simple, le plus digeste de compréhension, parce que c'est très important que l'alignement et de rétrocession, etc., soit compris et comme vous le disiez, mais je ne sais plus qui le disait, il faut quand même regarder le bas de courbe parce que c'est quand même plus à risque. Et nous, c'est notre rôle de faire les vrais calculs. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop la sweat equity parce qu'elle peut être un peu dangereuse parce que voilà, si les instruments à taux fixe mangent toute la valeur dès qu'il y a un hockey, et ne pas avoir peur de venir nous voir, de venir voir son investisseur en disant bah, c'est sous l'eau, on fait comment? Parce que moi, j'en dors pas. Et c'est très important. Mais c'est toujours bien, voilà, de façon très concrète, se dire on est équilibré dans toute chose, en fait. Voilà. Oui, le mieux peut être limite. C'est l'équilibre. Effectivement, ouais. Mais il faut rester simple sur des reprises à plusieurs millions d'euros. Voilà, il faut rester très, très, très simple. Et même dans les outils, et il y a des systèmes simples, hein, les actions gratuites ordinaires, c'est pas compliqué à mettre en œuvre et ça marche aussi. Voilà, et c'est un simple plan. Il n'y a pas forcément de l'investissement pour élargir, je dirais, l'incentive. Ça coûte un peu plus cher. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est assez efficace aussi, avec un des tickets d'investissement très réduit pour le côté appartenance et je mets de l'argent. Il faut rester mesuré. Bien. Je vais vous remercier Merci et pour on vos va aller réponses. prendre un verre sur la terrasse qui est derrière parce qu'on a largement dépassé ma peur qui est leur faisait de lancer. Voilà. Merci à vous. Hein? Merci.
Voilà, on est